Bonjour à tous, Morgane Oyo, donc directeur des affaires sociales de la FNSEA. On a prévu de faire une intervention en duo. Je tenais à vous remercier parce que j'ai une affection particulière pour la G2R, puisque j'ai été administrateur du pôle alimentaire, donc je conserve une sorte d'affectio societatis. Vous dire qu'à la FNSEA, le chantier de la restructuration conventionnelle a été pris avec une vision politique et stratégique immédiate. Voilà. Que ça n'a pas été vu comme un chantier technique et juridique. Voilà. Et donc, nous avons mobilisé en effet des moyens importants. Peut-être, en propos introductif, redonner aussi la dimension économique et sociale de l'agriculture. Tout le monde sait que voilà, l'agriculture française est la première agriculture d'Europe, mais en fait, elle subit quand même une forme de déclin. Et donc, l'enjeu aussi pour la FNSEA, et notamment aux affaires sociales, c'est de redonner des outils pour le rebond agricole. Donc, en fait, on ne déconnecte pas un chantier de restructuration conventionnelle de l'enjeu aussi derrière un enjeu économique. Voilà, donc on est vraiment dans un chantier, c'est pour ça qu'on était dans un chantier politique. Et puis il y a des transformations profondes dans l'agriculture, puisque c'est d'abord un travail plutôt réalisé par des indépendants. Et en fait, il y a beaucoup de formes de salariat qui se développent. Le salariat en tant que tel se développe en agriculture, puisqu'il y a de moins en moins d'indépendants. Donc ils sont remplacés. Bon, il y a la mécanisation, mais ils sont remplacés aussi par des salariés. Et au sein des salariés, il y a différentes formes d'emploi et de salariat. Et donc là aussi, ce chantier de restructuration conventionnelle, il est vu à l'aune des transformations juridiques, démographiques qui se produisent depuis 40 ans dans l'agriculture. Voilà. Donc on l'a démarré en 2016 on a tout de suite saisi que la loi El Khomri était pour nous une opportunité stratégique. Elle nous permettait en fait de positionner la FNSEA comme la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre de la restructuration. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en agriculture, on n'avait pas de convention collective nationale, on n'avait que des conventions collectives territoriales, au nombre de 140. Elles étaient à la fois divisées par département et par filière. Et donc, la loi El Khomri, en fait, venait percuter ce schéma historique en disant, ben voilà, comme elle ne reconnaissait pas la dimension territoriale, mais il fallait une dimension nationale, notre structure conventionnelle était obsolète. Et donc, on s'est dit, c'est l'opportunité pour la FNSEA de reprendre la main sur son architecture conventionnelle, de positionner une norme pour la première fois au niveau national sur l'ensemble des filières, une norme juridique à la main des organisations syndicales de salariés et de la FNSEA. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. On a démarré donc en 2016 et je vais passer la parole à Anne-Sophie Forget pour vous expliquer les étapes. Donc, bonjour. D'abord, j'ai l'impression d'être un peu la caution féminine de ces tables rondes. Donc, mesdames, toute votre indulgence. Et ensuite, mon intervention va paraître beaucoup plus terre-à-terre et technique que les envolées intellectuelles des prédécesseurs. Donc, voilà. Je prie de m'en excuser si vous le trouvez. Donc, la restructuration conventionnelle pour la production agricole et l'écuma s'est faite en fait en 3 temps. Le premier temps a été la conclusion d'un accord d'objectifs sur la restructuration de la négociation collective de l'interbranche agricole en 2016, comme l'a souligné Morgane. Alors cet accord est sur un périmètre un peu plus large que la production agricole et l'écuma, puisqu'il vise aussi les branches du paysage, des travaux agricoles et forestiers, du bois, des exploitations forestières et des tailleurs et ruisseurs de lin. Ce sont des branches avec lesquelles nous avons l'habitude de négocier sur des accords thématiques, comme la durée du travail, les conditions de travail, la prévoyance. Là, dans cet accord de méthode, il s'agissait de fixer les règles de la restructuration conventionnelle pour l'agriculture. Plusieurs principes ont été fixés. Le premier, c'est le maintien d'un dialogue social dans les territoires, la réduction du nombre de conventions collectives territoriales et de filières, la mise en place de C2PNI et l'élaboration de conventions collectives nationales. Dans ces perspectives, les différentes branches citées ont effectué un premier rapprochement pour réfléchir à l'élaboration de conventions collectives nationales, avec en tête les conséquences sur la représentativité patronale
qui a déjà été évoqué dans d'autres interventions. Et c'est dans ce cadre que la production agricole et les CUMA ont décidé de réfléchir ensemble à la mise en place d'une convention collective nationale. Donc, en toute logique, la deuxième étape de notre process a été de mettre en place la C2PNI, là aussi par accord, mais bon, ça ne mérite pas un développement particulier, il n'y avait rien d'extraordinaire, je veux dire, dans le contenu de cet accord. Et la troisième étape a été la négociation de la convention collective nationale. Pour construire cette convention, nous sommes partis du constat que si le dialogue social territorial agricole était le pilier indispensable, de notre point de vue en tout cas, de la politique de l'emploi en agriculture, pour ce qui concerne la négociation, nous étions plutôt dans une situation d'atonie conventionnelle, puisqu'en effet, sur les 140 conventions collectives ou de filières de la production agricole et des CUMA, il y en avait 40% qui ne négociaient que sur les salaires et la prévoyance, 50% qui essayaient d'être à jour des évolutions législatives et réglementaires, et seulement 10% qui allaient un peu au-delà. Donc l'objectif de cette convention collective nationale, pour la partie en tout cas patronale, était de redonner une dynamique de négociation sur les dispositions que l'on retrouve dans les conventions collectives, de simplifier les normes conventionnelles et aussi d'harmoniser les conditions de concurrence entre les entreprises. Tout cela sans créer trop de décalage avec l'existant pour permettre évidemment aux entreprises de suivre. Il fallait donc un socle commun pas trop élevé, au moins dans un premier temps. Ainsi, après 3 ans de négociations, le 15 septembre 2020, nous sommes parvenus à la signature d'une convention collective pour la production agricole et les CUMA. Côté patronal, il y avait la FNSEA et la FNCUMA. Et côté salarié, nous avons réussi à obtenir la signature des 5 organisations syndicales représentatives de notre champ, donc les 5 classiques. Je vous épargnerai leur citation. Et on peut dire que notre négociation, si elle a été longue, elle a été toujours fluide. Il n'y a jamais eu de gros heurts majeurs ni de blocage. 3 dispositions distinguent notre convention collective. Les autres dispositions sont classiques. Et pour les dispositifs plus innovants, c'est essentiellement dans les accords thématiques que nous les retrouvons. La première caractéristique de notre convention collective, c'est la mise en place d'une grille de classification basée sur des critères classants. Ils sont au nombre de 5, technicité, autonomie, responsabilité économique et normative, relationnelle et management. Jusqu'à présent, les grilles de classification qui étaient applicables dans les entreprises agricoles étaient des grilles dites parodies. Donc, avec ces critères classants, nous sommes passés ce sont maintenant les emplois qui sont classifiés et non plus les salariés. Et nous estimons qu'ils permettent de prendre en compte, d'une part, la diversité des emplois et des filières, et d'autre part, de mieux appréhender les évolutions des emplois. Pour chaque critère, il y a plusieurs degrés auxquels sont attribués des points, et c'est l'addition des points qui vous permet de de classer, pas vous, mais de classer l'emploi dans 12 paliers que nous avons arrêtés. Et donc la deuxième disposition caractéristique de notre convention, c'est la mise en place d'une grille de salaire minimal national. Et c'était un peu la clé de voûte et l'importance de la négociation, parce qu'il fallait trouver le bon niveau de chacun des 12 paliers pour obtenir une grille équilibrée, mais qui ne mette pas à mal les territoires et les filières qui, jusqu'alors, avaient des salaires minima en deçà de cette nouvelle grille. Enfin, la troisième disposition caractéristique de cette convention collective est le maintien des conventions collectives territoriales et filières existantes en les requalifiant en accords autonomes. C'est cette troisième disposition qui a notamment permis d'avoir la signature des 5 organisations syndicales de salariés qui étaient très, très attachées à la négociation territoriale. Mais pas uniquement, on l'a aussi obtenu, cette signature des 5 organisations, parce que la FNSEA et la FNCUMA avaient bien conscience que la grille de salaire, même si elle pouvait être satisfaisante dans sa construction, restait à des niveaux quand même relativement faibles, d'autant qu'il n'y a aucune autre disposition dans notre convention relative à la rémunération. Donc les partenaires sociaux ont conclu, parallèlement à cette convention collective nationale, un dispositif mettant en place pour les salariés non cadres une retraite supplémentaire
Il faut savoir qu'il existe déjà ce dispositif pour les salariés TAM et cadres dans nos champs. Voilà pour faire simple et court. Je laisse à Morgane le soin de vous expliquer comment ça a été traduit dans les conventions. Cette convention a été traduite dans le territoire et les filières, et également les conséquences de cette restructuration sur la représentativité patronale. Oui. Merci. Merci Anne-Sophie. C'est vrai que vous avez noté, donc il y a un chantier national et aussi un chantier territorial. Donc le chantier national est terminé, et voilà, il y a une signature unanime. Vous noterez aussi qu'il y a 2 fédérations employeurs, donc il y a bien une fusion de champs nationaux, mais le véritable enjeu était la fusion géographique en fait. C'est une fusion, c'est une restructuration géographique. Donc sont menés depuis quasiment 9 mois des négociations au niveau des territoires. Sur la base nous, ce qui nous importe, c'est la méthode, c'est-à-dire de dire il ne faut pas tomber dans une automaticité du dialogue social au niveau des territoires. Il faut d'abord mener une étude préalable sur l'existence de vos normes et de faire une comparaison entre les nouvelles normes nationales et les normes existantes territorialement. Et ensuite, voir ce que vous souhaitez maintenir ou ce que vous ne souhaitez pas maintenir, ou ce que vous pouvez maintenir et ce que vous ne pouvez pas maintenir. Et aussi vous rapprocher des entreprises agricoles qui ont des enjeux RH, de compétences, d'attractivité, de flexibilité du travail. Voilà. Donc de se rapprocher de ces entreprises, de les questionner et ensuite de dessiner une négociation sur les territoires. Voilà. Donc on pousse à ce que, voilà, ce qui nous a paru important, c'était la méthodologie. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup fait de formation interne, formation des négociateurs, formation des juristes, pour en fait finalement, au-delà, à travers la norme juridique, vraiment véritablement lancer un chantier RH, comme l'a rappelé Pierre Marin tout à l'heure, Pierre Ramin tout à l'heure. La structure des entreprises en agriculture, il y a en moyenne 1 ou 2 salariés, avec des saisonniers qui viennent sur quelques semaines dans l'année, mais il y a en moyenne 1 à 2 salariés. Donc en fait, il n'y a pas d'expertise RH. Donc toute l'expertise RH repose sur les négociateurs territoriaux ou nationaux. Et donc ce chantier conventionnel est une opportunité pour en fait remettre à jour nos pratiques RH dans les entreprises agricoles, qui encore une fois sont confrontées à du turnover, à des problématiques de compétitivité ou de flexibilité. Voilà, donc ce chantier est mené, il est beaucoup plus heurté là, au niveau national. Dans les territoires, le dialogue social est beaucoup plus heurté. On ne sait pas encore comment ça va aboutir. On a quand même là, pour le coup, des tensions beaucoup plus fortes parce qu'ils étaient habitués à avoir un dialogue social, on va dire, un peu administré. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils avaient des rendez-vous annuels sur des grilles de salaire, ils n'étaient plus en capacité ou en habitude de négocier sur des vraies thématiques RH. Voilà, ils ont perdu l'habitude de négocier sur des vraies thématiques. Et donc là, ils sont obligés de le faire et ça se passe, on va dire, dans beaucoup de territoires de façon assez difficile. Voilà. Donc on se pense qu'avec le temps, la formation, ça va finir par aboutir, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Pour conclure aussi, c'est de dire que ce chantier, il a un impact, donc on l'a vu, sur la représentativité patronale. Il y a bien eu une fusion de champs nationaux avec les entreprises, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, ce qu'on appelle les CUMA. Donc, quelque part, le champ conventionnel de la production agricole a absorbé le champ conventionnel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Et pour ne pas faire perdre en fait, le pouvoir social de cette fédération, la FNCUMA, nous avons signé un protocole et un accord qui ne relève pas du droit du travail, mais d'un accord entre 2 parties autonomes, pour conférer à cette fédération nationale l'ensemble des prérogatives qui lui étaient attribuées avant le chantier conventionnel. Et ça, c'est très important, parce que sinon, les fédérations professionnelles ne veulent pas aller dans un chantier conventionnel de fusion conventionnelle. Elles sont réticentes. Et il nous a semblé que même si la FNCUMA était obligée de le faire, il nous a semblé plutôt sain de faire un accord gagnant-gagnant, de la traiter avec égard et donc de s'assurer au maintien de toutes ces prérogatives et de tous ces financements liés au dialogue social, plutôt que d'aller vers une absorption pure et simple. Voilà.